J'espère que vous m'entendez. Merci pour votre présence ce soir, euh, pour votre présence à ce webinaire combien pertinent, parce que nous avons un sujet en tout cas pertinent qui répond justement à, à une thématique que tout le monde se pose, à une question que tout le monde se pose. Est-ce que ça revient rien qu'au gouvernement de participer au développement ou de développer le pays? Et aujourd'hui, pour échanger sur ce sujet, j'aurai l'immense honneur de recevoir Monsieur Rudy Kielo, qui est un entrepreneur, qui est un visionnaire, qui a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Et c'est avec lui que nous allons échanger sur cette thématique. Mais tout d'abord, avant de commencer, comme je le fais toujours, je vais laisser à Monsieur Rudy lui-même quelques minutes pour présenter qui il est, qu'est-ce qu'il fait et tous les éléments qui tournent autour de sa personne. Monsieur Rudy, bonsoir. Vous êtes là, Monsieur Rudy? Bonsoir. Pourriez-vous nous dire qui est Monsieur Rudy Kielo? Alors, si je dois prendre la casquette liée purement au business, c'est que je suis un chef d'entreprise et ça fait pratiquement 3 ans que je suis en train de diriger une société que j'ai fondée et qui s'appelle Audi Group. Ce que nous faisons essentiellement, c'est que nous travaillons sur des solutions numériques qui peuvent faciliter la vie des Congolais en particulier et des Africains en général. Alors, ces solutions sont diverses selon que nous allons sur le secteur B2B ou B2C. Donc, un peu ce que je peux dire sur ma casquette en termes de business. Mais si je prends une casquette un peu plus large et que je touche l'aspect développement, je me considère toujours comme étant un agent de développement parce que j'ai assisté à plusieurs activités qui ont accompagné le développement, que ce soit de plusieurs entreprises sous forme de coaching, mentorat et autres. Mais aussi, j'ai un peu touché à l'administration publique, mais aussi à la politique. Donc, les implications dans ces deux domaines, derniers domaines que je viens de citer, ont fait en sorte que nous ayons participé, par exemple, aux élections, à l'organisation des élections, organisation des services communautaires, dans la société civile, et j'en passe. Voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Intéressant. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre parcours et surtout le fait que vous avez plusieurs casquettes, chose qui nous permet aujourd'hui de discuter sur ce sujet qui n'est pas essentiellement de votre secteur d'activité parce que vous êtes dans le numérique. Et d'ailleurs, je vais directement démarrer notre session avec la question principale. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera un peu particulier, c'est que je ne serai pas en train de poser des questions comme je le fais chaque fois, mais je veux d'abord vous laisser un temps. Vous allez exposer votre avis, vous allez donner votre avis sur la question elle-même, et puis par après, nous allons continuer avec des questions que nous allons dénicher de ce que vous allez nous dire. Voilà. Alors, la question principale est celle-ci. Selon vous, le gouvernement est-il l'acteur principal du développement? Et ou est-il le seul acteur du développement d'un pays? Sinon, quelles sont les autres parties prenantes du développement d'un pays? Vous avez la parole, monsieur Rudy. Oui, merci pour cet espace que vous m'accordez. Je vais vraiment le faire de manière très rapide et très courte, disons, très succincte. La thématique, elle est assez large et je pense qu'il est quand même intéressant ou important de placer le cadre du développement pour se dire que nous allons sur des principes
ou sur un ensemble d'idées que nous prendrons comme étant des repères et qui nous permettront de continuer. Je trouve que cela serait un peu plus scientifique. Dans le fait, il faudrait qu'on se dise hein, dès le départ, qu'on pose un postulat sur le développement, hein, ce qui est, pas, qui est très difficile à définir parce que c'est une matière qui est hétérogène dans sa compréhension. Mais là, je pourrais peut-être, moi, me limiter, c'est de dire que tout ce qui permet d'améliorer les conditions de vie des individus et de changer ou encore de changer positivement les communautés, c'est ça le développement. Et ça peut agir de plusieurs manières. On peut le faire sur le plan, par exemple, économique. Okay? Et si on se rend compte que nous avons voilà, ramené de l'emploi, nous avons ramené de nouvelles richesses, nous avons augmenté la production de biens et services, par exemple, dans un pays, là, on peut se dire, ben voilà, nous avons atteint un développement économique. Si on a, par exemple, une croissance économique qui est soutenue hein, et équilibrée, on se dit, ben voilà, notre croissance est chaque fois de 10-15% là, donc nous atteignons un certain développement économique. Cela peut aussi aller sur le domaine social, hein, où on peut voir, par exemple, que l'accès aux services de base est équitable. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une ville comme Lubumbashi, nous sommes, si on se dit que tout le monde a accès à l'eau, tout le monde a accès à l'électricité, et c'est de manière équitable, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de coupure d'électricité à Lubumbashi, c'est-à-dire que tous les quartiers de Lubumbashi sont éclairés en permanence, c'est-à-dire qu'on a atteint un certain développement social. Donc, l'accès équitable aux services publics de base est là. Si on dit, par exemple, que la RDC est en train de développer la couverture santé universelle et on veut que cela soit accessible à tous, ou encore que toutes les femmes enceintes vont mettre gratuitement au monde, ou encore quand on dit que l'éducation, la gratuité de l'enseignement primaire et que ça devient effectif sur l'étendue de la vie de Lubumbashi, alors on se dira en ce moment-là que voilà, le développement social est effectif chez nous. On peut aussi passer sur un plan politique, n'est-ce pas? Où par exemple, on se dit que bon, voilà, nous sommes sur le renforcement des institutions en matière de démocratie. Ah, c'est-à-dire que l'accès au pouvoir politique est totalement démocratique. Ou encore, on peut dire qu'il y a de la bonne gouvernance, c'est-à-dire il y a une transparence dans la gestion d'une province ou d'un pays, ou comme nous sommes à Lubumbashi, et il y a la transparence dans la gestion de la ville, il y a une bonne gouvernance, ou encore il y a une bonne participation citoyenne, ça veut dire un citoyen peut se transformer en lanceur d'alerte par rapport, par exemple, à des faits sociaux qu'il est en train de remarquer, ou bien des enquêtes qui sont menées par des chercheurs par rapport à la bonne gouvernance, et que derrière, il y a une protection qui est réservée à tous ces lanceurs d'alerte, suivant, voilà, suivant l'état de droit et tout ça. On peut dire que voilà, notre politique s'est développée à un certain degré. Okay? Et il faut se dire que toute cette réflexion part du simple fait que nous sommes sous la civilisation occidentale. C'est-à-dire que si nous rentrons dans la civilisation africaine, où essentiellement le développement politique était focalisé sur les castes sociales, ça veut dire plus nous montons socialement, j'appartiens à une caste sociale, donc je peux prétendre à un leadership politique. Là, vous voyez que c'est différent. Mais je reste un peu sur notre civilisation parce que c'est là où nous sommes actuellement. Civilisation qui est essentiellement inspirée de la Grèce antique. Donc, toutes ces réflexions qui sont venues de Platon, qui ont fait naître la politique actuelle, démocratie, gestion de la cité, tout ça. Donc, c'est à ça qu'on aspire quand on parle de développement politique. Hein. Et la raison même pour laquelle vous allez voir que lorsque, par exemple, ces quelques concepts ne sont pas réunis, on va vous dire que votre pays régresse, ne se développe plus en matière de politique. C'est parce que ce sont des réflexions de Platon hein, qui font qu'on définisse un développement politique dans ce sens. On peut aussi voir ça sur l'aspect culturel. Si, par exemple, les traditions culturelles sont promues,
si par exemple nous avons euh, un dialogue interculturel qui est favorisé entre les communautés, si on est dans le respect de la diversité culturelle, ou encore Mhm. si voilà, nos patrimoines culturels sont vraiment valorisés, ok? C'est vraiment une promotion, même les langues, n'est-ce pas? Les langues. Est-ce que nous faisons la promotion de nos langues? On a plus de 400 et quelques dialectes. Qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Voilà. S'il y a toute cette promotion-là autour de nos valeurs culturelles, là, on va dire que nous avons un développement culturel. Mais enfin, il y a l'aspect environnemental aussi. On peut aussi parler de développement mental, lorsque, par exemple, nous avons des modes de production et de consommation durables. Ça veut dire que nous entrons dans une économie, par exemple, circulaire, où ce que nous produisons, nous transformons sous forme d'un recyclage pour ne pas polluer la nature, c'est-à-dire nous avons des matières plastiques que nous produisons sous forme de bouteilles. Lorsque l'eau en plastique est consommée, cette eau-là est jetée, disons, ces plastiques sont jetés après consommation de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça pollue nos rivières? Est-ce que ça bloque le flux d'eau euh, ou le débit d'eau dans nos ruisseaux? Ou allons-nous récupérer tout cela pour les traiter? Je vois qu'on se plaint beaucoup, on se dit, ben voilà, nos villes sont sales en montrant des bouteilles en plastique qui flottent sur les eaux. Oui, ça veut dire que environnementalement parlant, par exemple, nous ne sommes pas développés. Est-ce que nous avons des ressources naturelles que nous préservons? Ça peut être les arbres. Les arbres, est-ce que nous avons des forêts que nous préservons juste pour éviter l'émission de gaz à effet de serre? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous avons des politiques n'est-ce pas, qui régissent tout cela? Ça peut constituer aussi un aspect de développement environnemental. Donc, en résumé, vous allez comprendre, c'est vraiment holistique. Hein. C'est Mhm. multidimensionnel lorsqu'on parle de développement. Alors, pour chuter en matière de développement, je vais prendre un cas, par exemple, un cas que j'ai beaucoup étudié, hein, et c'est vraiment un cas qui m'a beaucoup inspiré en matière de développement. Je me suis dit que la manière dont on conçoit le développement, des fois, on se trompe au fait chez nous en RDC. Il y a ce qu'on appelle un programme qui s'est lancé dans la région du Sahel, hein, tous ces pays qui sont traversés par le désert du Sahara, là, au nord de l'Afrique, vraiment à la limite du Maghreb. Ils ont ce qu'ils appellent la Grande Muraille Verte. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est régénérer la verdure dans le désert. Communautés qui vivent dans le Sahel, n'est-ce pas, de ne plus être nomades. Parce que là, il y a beaucoup de nomades, hein, ils n'arrivent pas à bien vivre, ils n'arrivent pas à bien développer leur communauté suivant les différents axes que j'ai cités. Leur culture n'est pas pérenne, ils ont des problèmes environnementaux et tout ça, des problèmes il y a beaucoup de problèmes qu'ils rencontrent là-bas. Alors, ils se sont dit, est-ce qu'on ne sait pas d'abord nous créer un habitat? Parce que l'homme doit vivre selon la science, dans un milieu où il y a de la verdure, il y a de l'eau, déjà que nous sommes constitués à 70% d'eau. Donc voilà, il faut voir un peu comment lutter contre la désertification. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mhm. gouvernements s'est impliqués, ok? Ce sont les gouvernements de tous ces pays, il y a plusieurs pays, notamment Sénégal, Mali, Nigeria, Mauritanie et tout ça. Ils se sont impliqués pour mobiliser les ressources financière, ils ont mobilisé la logistique pour la mise en œuvre de ce projet-là, de la Grande Muraille Verte. Et puis, les gouvernements ont travaillé sur euh, des lois, des normes, des principes qui devraient régir. Ensuite, les ONG sont venus, n'est-ce pas? Les ONG sont venus pour accompagner la sensibilisation des communautés, parce que les communautés devraient d'abord être Mhm. équipées, n'est-ce pas? Et ces communautés devraient embrasser le projet et avoir de l'expertise pour accompagner la réussite de ce produit. Ensuite, il y a eu des entreprises, des privés qui sont entrés et qui sont dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, énergie renouvelable, tout ça. Ils ont contribué au lancement des projets pilotes pour développer des solutions innovantes qui pourraient restaurer les terres, n'est-ce pas, et rendre ces terres arables. J'ai même suivi un document là sur YouTube où il y a un monsieur qui avait travaillé sur une technique pour reboiser le désert grâce au vers de terre. Donc, il y a tout ce monde intellectuel
scientifique, business, politique qui est entré dedans. En plus, pour avoir de l'argent, et là, vous allez par exemple avoir des grandes institutions comme la Banque africaine de développement qui ont ramené de l'argent, qui ont ramené pas seulement l'argent, mais aussi une certaine expertise internationale pour accompagner cette grande muraille verte. Et voilà, enfin, il y a eu la communauté locale. Parce qu'on ne peut pas développer sans la communauté. Pour restaurer ces terres, il fallait que toutes les connaissances soient intégrées, notamment les connaissances des communautés qui ont toujours vécu dans le Sahel, pour se dire, ben, ici au Sahel, comment nous avons toujours vécu, comment on a toujours été résilient. Donc, la muraille verte, c'est vraiment, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez voir Grande Muraille Verte. En Afrique, au Sahel, vous pouvez voir ce que les gens ont fait pour se développer dans le Sahel, dans le désert. Ça, c'est un exemple que nous pouvons facilement intégrer chez nous pour nous dire nous sommes dans quel désert de sous-développement et comment pouvons-nous nous développer en ayant, par exemple, les bonnes pratiques des autres. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire de manière rapide sur ce que je conçois comme développement. Qui sont les acteurs, selon moi, qui peuvent se réaliser si toutes les forces sont mises ensemble? Ok. Merci beaucoup, monsieur Rudy. Si je peux aussi résumer, donc vous avez parlé d'une définition assez basique du développement, c'est-à-dire on vise à améliorer les conditions de vie d'une communauté. Et vous avez parlé de plusieurs axes. Vous avez parlé de l'accès équitable à tous aux services de base, notamment la santé. Vous avez aussi parlé de l'éducation. Vous avez aussi parlé de la bonne gouvernance. Donc, on rentre dans la politique. Vous avez aussi touché à l'environnement, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et vous avez aussi parlé des programmes, ainsi de suite. Mais nous revenons maintenant à notre question de base, parce que de par votre exposé, nous venons de comprendre que le gouvernement n'est pas seul. Le gouvernement a des responsabilités. Mais il y a d'autres acteurs qui rentrent en compte, c'est-à-dire, vous avez parlé de la communauté elle-même, vous avez parlé des ONG, vous avez cité plusieurs autres acteurs qui rentrent dans ce processus-là de développement. Mais alors, pourriez-vous nous définir de façon claire et beaucoup plus précise la mission ou le rôle du gouvernement dans le développement d'un pays? Alors, en parlant du rôle du gouvernement dans le développement d'un pays, bon, il faut savoir que le gouvernement, euh, sa mission essentielle, la mission première du gouvernement, c'est de gérer des visions ou des ambitions globales. C'est-à-dire ces ambitions globales peuvent venir d'où? Ça peut venir de la communauté qui veut être résiliente et qui se décide, par exemple, à suivre un schéma qu'elle juge utile pour son développement. Et voilà, le gouvernement peut être là pour encadrer cela. Mais ça peut aussi venir d'en haut. Ça veut dire que le gouvernement se met à élaborer des stratégies et des politiques pour développer les communautés. Et, et quand on prend l'ensemble de toutes les communautés, ça crée une nation. Toutes ces communautés se décident d'être englobées dans des frontières qui peuvent soit être naturelles ou tracées après des traités internationaux pour dire nous nous constituons en une nation. Et donc, il faut avoir des élaborations des politiques et des stratégies de développement. On va développer tout ça. Par exemple, ici, il faut attaquer les objectifs de développement durable 2030 qui ont été initiés par les Nations Unies, il y en a 17. Si on se dit, réduisons la pauvreté. Lorsqu'on veut réduire la pauvreté, ce n'est pas qu'on le dit juste pour le dire. Il faudra avoir des politiques publiques qui accompagnent la réduction de la pauvreté. Il faut commencer d'abord par définir la pauvreté elle-même et dire par rapport à nos communautés, à notre nation, voici comment on va réduire la pauvreté dans cette communauté-là, dans notre nation. Okay? On peut se dire, ben, pour nous, la pauvreté, ça signifie que lorsque les gens ne sont pas, les citoyens ne sont pas dans des conditions de vie acceptables et que, par exemple, que les ressources ne sont pas équitablement réparties. Comme je l'ai dit, développement social. Oui, on va attaquer la partie sociale.
rendons l'accès à l'eau, rendons l'accès équitable à l'électricité, rendons ceci. Quelles sont les politiques qu'on développe là derrière pour que ça soit, pour en faire la promotion? Et quelles sont les stratégies que le gouvernement met derrière? Ça, c'est du ressort du gouvernement. Peut-être ça peut aussi venir sous forme d'infrastructure, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de l'accès équitable au réseau électrique s'il n'y a pas d'infrastructure qui distribue, achemine la production de l'énergie électrique vers les différents ménages, vers les différentes communautés qui constituent la nation. Donc, ces infrastructures peuvent venir du gouvernement qui se dit être le principal investisseur. Ça peut aussi, on peut, si on veut faire l'accès équitable, on veut lutter contre l'insécurité alimentaire. On veut faire l'accès équitable au bien, à la consommation des denrées vitales, des denrées basiques, comme par exemple chez nous, on a ce challenge qui se rapproche de Haut-Katanga, par exemple, où nous sommes, c'est la pénurie du maïs qu'on va avoir très bientôt. Parce que les zones de l'Afrique australe où nous nous approvisionnons ont été frappées par la sécheresse. Et cette sécheresse, quand elle nous frappe, elle va enclencher des inondations au Golfe, au Golfe d'Arabie, où on a vu que les pays arabes qui sont autour de l'Émirats arabes unis ont été voilà, frappés par des orages terribles. C'est ce vent-là qui est en train de souffler et qui crée, je pense, que El Niño, qui est en train de courant marin très dangereux, qui crée la sécheresse chez nous, mais qui va ramener beaucoup de pluie, des orages et tout ça au niveau du Golfe d'Arabie. Ben alors, ouais, que tous ces pays-là ont des problèmes, ont des challenges. Donc, nous, on doit s'investir, se dire, bon voilà, si on doit lutter contre l'insécurité alimentaire qui guette à nos ports, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le gouvernement peut se dire, je vais ouvrir des routes d'infrastructure, des routes de desserte agricole. Comme ça, en ouvrant ces routes de desserte agricole, parce que moi, je fais ce que je vais ramener de l'eau là où il n'y a pas d'eau pour que l'agriculture soit améliorée. Ouais. Donc, il y a un tas de choses que le gouvernement peut faire à son niveau. Et ce n'est pas aux citoyens de le faire, parce que le citoyen s'est dit, nous nous mettons en communauté à l'intérieur des frontières, soit naturelles ou des frontières qui sont des traités, et nous plaçons des gens qui doivent être des leaders, ça veut dire des gens qui vont conduire notre destinée par rapport à quoi? Par rapport à la lutte contre la sécurité alimentaire. Et malheureusement, ce que nous rencontrons dans nos pays, c'est quoi? On a des gens qui sont là-bas, qui se disent être des leaders, mais en fait, ce sont des postes qui sont vacants. Il n'y a personne, en fait. Donc, eux, ils prennent des positions, des noms, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. Donc, c'est un leadership qui est pédant, comme on dit, qui est vacant, qui est dans un état végétatif, où ceux qui sont là ne savent même pas pourquoi ils sont là. Hein? Voilà un peu. Et le gouvernement est vraiment fautif, mais je pense que progressivement, il y a des bonnes personnes qui sont en train d'être placées. Hein, d'être placées. Comme dans mon secteur moi, de technologie, en principe, c'est le gouvernement qui doit catalyser l'innovation. C'est le gouvernement qui doit catalyser. On a vu que toutes les startups technologiques qui sont développées, ça ne se développe pas en dehors du catalyseur qui est le gouvernement, qui va prendre ses responsabilités pour faire la promotion en soutenant la recherche scientifique, en soutenant le développement de nouvelles solutions innovantes, ok? En mettant des incitations fiscales qui vont aider les startups à se développer sans recevoir des pressions des fiscs et vous amener l'innovation. Que le gouvernement achète. Le gouvernement n'importe pas. Le gouvernement veut des solutions locales et les consomme. N'est-ce pas? Mais malheureusement, voilà, il y a ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans lesquelles le gouvernement est à 100% responsable. Mais c'est seulement une question liée au niveau du leadership. On ne comprend pas que le leadership, ce n'est pas une position, on va occuper une position, on va une médaille pour avoir des gyrophares, commencer à menacer les gens, commencer à brûler les feux, commencer à créer des secondes bandes. Pendant qu'on est là pour essentiellement élaborer des stratégies pour permettre un développement holistique des communautés qui sont dans la nation. Ça, c'est vrai que je dis que, hein, en termes de leadership au Congo, on peut dire que c'est pratiquement à 99% vide. Donc, il y a encore beaucoup d'espace là-bas à occuper parce que les leaders qui sont là, la plupart d'entre eux, en fait, sont des touristes. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils vont seulement visiter le Congo, ils voient, ils sont dans des bureaux, mais ils ne comprennent pas tout ça. Donc voilà.
Ok, donc si je comprends bien, le rôle principal du gouvernement est justement d'identifier les problèmes de la communauté, donc du pays, et de proposer des pistes de solutions. Nous sommes d'accord sur cela? Non, c'est pas seulement le gouvernement qui doit identifier. C'est-à-dire, c'est Oui. holistique. Ce n'est pas, j'ai donné beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir. Mais le rôle du gouvernement, c'est de mener à bon port la vision ou l'ensemble des visions. Parce qu'il n'y a pas une vision unique en matière de développement. Mais on se dit que nous décidons. Je me souviens, dans les années 80, je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà nés ou qui étaient conscients parmi nous. Dans les années 80, nous, quand on étudiait à l'école, on nous avait amené un petit livret là, qui s'appelait Vision 2000. C'était une vision que Mobutu, à l'époque, avait pour l'an 2000. Et lorsque Mobutu a développé cette vision l'an 2000, Mobutu a sorti des axes prioritaires qui étaient venus des tribunes d'expression populaire. La société civile a réuni la population pour dire c'est quoi vos problèmes. Et le gouvernement Mobutu à l'époque a reçu des doléances de la population et a sorti Vision 2000. Et il y avait une ambition pour voir comment, en l'an 2000, on devrait atteindre certains KPI, bon, certains indicateurs qui lorsqu'ils sont atteints, on aurait atteint le développement 2000. Notamment, il y avait beaucoup de trucs qui étaient développés là-bas. Malheureusement, ce petit livret-là, c'est même pas là, c'est parti. Ensuite, on peut encore prendre notre exemple. Lorsqu'on prend les Émirats arabes unis, ils ont eu une vision 2000, c'est 2020, 2021, quoi. C'est écrit vision 2000, je crois, 21. .com ou .org. Quand vous êtes là-bas, vous voyez une vision maintenant qui est venue Mhm. d'en haut. C'est-à-dire c'est le gouvernement des Émirats arabes unis qui se décide, n'est-ce pas, de transformer les vies suivant, par exemple, les nouvelles technologies, suivant, par exemple, le secteur agricole. Ils se disent, si on fait ça, par rapport à ce qui s'est passé aussi ailleurs, on va développer les Émiratis. Si vous mettez les pieds là-bas aujourd'hui, on nous a dit que non, voilà, il y a inondation. Allez aujourd'hui à Dubaï, vous allez voir. C'est comme s'il n'avait jamais eu inondation. C'est parce que ces gens ont tellement développé des stratégies de résilience de leur communauté face à ceux qui viennent d'arriver là. Mhm. Ils sont rapidement remis. Donc, c'est-à-dire, c'est les deux côtés. Ça peut venir des responsabilités du gouvernement de se décider ou c'est en bottom-up, c'est-à-dire la population fait ceci, on en a marre et le gouvernement vient sortir des stratégies et des politiques pour accompagner cela. Allô? Allô? Oui, monsieur Audi, je vous suis très bien. J'ai déjà Oui, chuté. je vous suis. Oui, j'ai bien suivi ce que vous venez de dire. Alors, ça me pousse à parler de l'autre question que j'avais pour vous. Vous avez parlé au tout début du secteur privé. Selon vous, quel est le rôle du secteur privé dans le développement d'un pays? Alors, le secteur privé a un rôle primordial dans le développement d'un pays, d'une nation. Parce qu'en fait, le secteur privé euh, est au contact permanent, n'est-ce pas, de toutes les communautés. Dans le sens où c'est du secteur privé que naissent, par exemple, les idées de création d'entreprises. Parce que l'État peut aussi créer des Mhm, entreprises, mais le niveau de management de ces entreprises sont un peu plus à un niveau macro. Ça veut dire, nous avons des entreprises étatiques qui sont en train de gérer des questions liées, par exemple, à la gestion de l'eau, mais à un niveau étatique. Mais lorsque nous descendons, comme par exemple, je suis très, très heureux aujourd'hui, mhm, de voir que, par exemple, continuellement, l'autorité de la régulation de l'électricité, ARE, continue d'octroyer des avis favorables pour la création des sociétés et leur exploitation des sociétés qui produisent de l'énergie électrique, des sociétés privées qui produisent de l'énergie électrique et qui les distribuent à la population. On a des projets comme les Nourou et maintenant un nouveau mhm. projet qui vient de recevoir un avis favorable dans le Congo central, c'était hier, j'avais suivi ça. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont compris que, ben voilà, nous, même si nous avons la SNEL, mais on ne peut pas toujours dire que c'est la SNEL uniquement qui va
apporter des solutions. Lorsqu'on va avoir des solutions de proche à proche, des solutions qui sont régionalisées, qui sont personnalisées, c'est souvent que le secteur privé est en jeu et des gouvernements qui ont compris, comme notre gouvernement, notre pays, c'est des points positifs. On a commencé à libéraliser les secteurs pour permettre un développement rapide. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises, lorsqu'elles entrent dans le secteur de développement, elles créent l'emploi. C'est créer l'emploi. Parce que même si on dit que l'État, c'est le premier employeur, ça, c'est un premier employeur en termes de densité. L'État peut t'employer, je ne sais pas moi, 5 millions, 10 millions de Congolais, 20 millions de Congolais à la fin. Mais l'État ne pourra pas employer 60 millions de Congolais. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une entreprise X qui va venir employer 10 000, l'autre là emploie 20 000, l'autre là. C'est comme ça qu'en termes de taille d'employés, c'est comme ça qu'on dit que l'État est le premier employeur. C'est-à-dire il a le plus gros nombre d'employés. Mais ça ne veut pas dire qu'on a croisé les bras pour dire, hey, voilà, l'État, c'est l'employeur, donc l'État doit employer. Si l'État n'emploie pas, on ne fait rien. Non! C'est tout à fait normal que l'État, vu qu'il y a beaucoup de bureaux de représentation de l'État, comme en RDC, nous avons un pays qui a la dimension de l'Europe centrale, plus l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est tellement comme un continent. Ça veut dire que plus l'État est en train de déployer les entités territoriales décentralisées, c'est clair que l'État aura beaucoup plus d'employés. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'État qui va employer. Donc, les PME doivent venir créer aussi de l'emploi. Les PME créent beaucoup plus d'emplois que l'État, même si l'État est le premier emploi de tous. C'est ça un peu le concept. Donc, c'est ce qui veut dire que derrière, les PME vont accompagner le développement dans la création de richesses. Ils vont employer des gens, ça va améliorer des vies et tout ça. Et puis, on va atteindre un niveau social acceptable parce que ça sera un peu équitable grâce aussi aux PME. Okay? Il y a aussi l'investissement dans l'innovation. Les PME sont rapides à investir dans l'innovation. Lorsqu'il est en train de gérer une nation, le gouvernement se focalise beaucoup plus sur des politiques publiques. Mais lorsqu'on va dans le secteur privé, par exemple, si on veut trouver une nouvelle façon de distribuer l'énergie électrique, même si l'État a beaucoup innové avec la SNEL, parce que vous savez que je crois que la SNEL, c'est la plus vieille compagnie d'Afrique qui est encore debout. C'est que les gens ne savent pas. Je crois que c'est la SNEL, la plus vieille d'Afrique. Vous m'imaginez un peu, la SNEL. On se moque de ça, mais c'est la plus vieille compagnie. La SNEL a les meilleures stratégies africaines en matière de gestion d'entreprise. Je sais que ça peut choquer les gens, mais c'est la vérité. Il y a une entreprise en Afrique qui est durée comme la SNEL. Je dois vérifier mes statistiques, mais voilà, moi j'aime beaucoup leur management de la SNEL. C'est vraiment génial. Ils gèrent un continent, une entreprise qui gère une société qui a une capacité continentale. Mais en fait, comme c'est public, alors bon, c'est un peu lent en matière d'administration publique. Mais les PME, là, les startups, les privés peuvent aller rapidement en innovant, en disant que bon, pendant que la SNEL réfléchit sur la paperasse, nous, on a déjà trouvé un moyen efficace de passer à l'énergie solaire. Et vous allez voir des compagnies comme les Nourou, voilà, implémenter comment on appelle, des centrales solaires à Virunga pour éclairer, c'était pour éclairer le parc Virunga. Mais aujourd'hui, nous se basons sur son expérience à distribuer un peu d'énergie à Goma et à électrifier Goma à un certain degré, ce qui a fait que bon, ils sont allés lever des fonds pour maintenant voilà, globaliser la chose. Et aujourd'hui, nous, on ne fait que croître. Mais cette innovation-là, il fallait en s'en tenir que les choses, c'est difficile. Mais aussi, l'État aussi a besoin des privés, dans le sens de partenariat public-privé. C'est très important. Parce qu'il y a certains montages financiers que l'État peut faire, mais privés peuvent, disons, exécuter. Dans le sens où nous venons, parce que dans les partenariats public-privé, il y a beaucoup de modèles, des sous-modèles à l'intérieur. On peut venir en BOT, Build, Operate and Transfer. C'est-à-dire, nous, on vient, on exécute le projet, c'est nous qui sommes en train d'opérer une période, on va faire le transfert des compétences. Le cas, par exemple, des péages. La plupart des péages dans le monde entier, les péages, c'est quoi? C'est-à-dire que les privés viennent construire des autoroutes, des routes, tout ça, place des péages, place la technologie pour récupérer leur investissement, mais ça bénéficie à l'État parce qu'il y aura une mobilité d'un point à un autre. Le travail qui réussit, les business qui réussissent, ce sont des business qui sont mobiles parce qu'il faut créer de la valeur à un endroit X, prendre cette valeur et la transporter vers le final qui est un point Y.
Mais s'il n'y a pas de route là-bas, comment vous allez faire? Vous aurez l'idée du siècle, mais vous ne savez pas la distribuer. Il faut des routes. Je peux avoir une très bonne idée ici, mais vous savez que mes clients peuvent être à Malémancoul. Mais comment je vais les atteindre là-bas? Comment d'abord je vais savoir qu'ils sont là-bas? C'est eux qui vont consommer cette idée-là, s'il n'y a pas de route. Eh bien, un privé peut venir mettre son argent et on construit les routes. Il est en train de gérer les péages pour récupérer son argent. Mhm. Il a atteint le Mhm. point d'inflexion. Eh bien, il fait les transferts des compétences à l'État. C'est ce qu'il fait en Afrique du Sud. La plupart des autoroutes de l'Afrique du Sud appartiennent à Arnold Schwarzenegger et à Jackie Chan. Vous imaginez un peu? Les routes, les gros, les Mhm. autoroutes, ça appartient à Schwarzenegger et à Jackie Ouais. Chan. Donc voilà un peu, voilà, il y a beaucoup de choses derrière, mais on va pas s'attarder. Ok, donc si on comprend très bien ce que le développement d'un pays, c'est pas seulement l'affaire du gouvernement. C'est tout le monde. Il y a beaucoup de parties prenantes. Pas que le gouvernement, il y a le secteur privé, il y a les ONG, il y a tout le monde qui se permettent ou s'investissent à mettre en place des programmes de développement, à mettre en place des idées de développement et à les nourrir grâce au gouvernement justement qui vient en apport avec les financements, avec autre chose, pour justement arriver à les atteindre et à, à atteindre l'objectif final qui est de développer justement le pays. Alors, j'ai aussi parcouru vos différents profils, ça et là. Vous avez parlé des irresponsables aujourd'hui. Alors, les irresponsables, vous les avez définis dans le contexte de dire euh, il y a des personnes, plus particulièrement des Congolais, euh, qui, 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 qui préfèrent gérer ce qui le concerne, c'est-à-dire je peux rentrer au niveau le plus bas, sa maison et pas l'extérieur. Ce sont des personnes qui veulent s'appeler leaders, mais qui ne s'occupent pas de leur entourage. Pourriez-vous un peu nous parler de ce concept-là d'irresponsable que vous avez évoqué? Oui, l'irresponsabilité, selon ce que j'ai évoqué dans mes différents postes ou statuts, ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas exhaustif. Ok, c'est une façon pour moi de définir le leadership, mais ce n'est pas exhaustif. Donc, ça veut dire que ça n'engage que moi d'abord pour commencer. Et après, voilà, tout le monde peut développer ces théories-là derrière. Vous savez, j'ai eu un professeur d'organisation d'entreprise, il est déjà développé, hein. Et, on avait Mhm, étudié les nouvelles organisations. Paix à son âme, c'est le prof Ivinza, il est déjà décédé. Alors, on avait une discussion sur les paradigmes. C'est-à-dire que chacun peut venir avec un bout de vérité, et puis si nous nous entendons, ou bien dès que nous entendons que ce postulat ici, tout le monde est d'accord que c'est la vérité, parce que ça a convaincu tout le monde selon les différents arguments, et bien on dit que c'est la vérité. C'est comme ça qu'un paradigme devient une vérité, ou une théorie devient exhaustive, ou une science devient exacte quand tout le monde s'entend sur ça. Donc, ce que je vais dire n'est pas une science exacte, c'est un bout de réflexion que moi je développe. Alors, les irresponsables pour moi, les irresponsables, l'irresponsabilité du Congolais en soi vient d'où? Vient du fait que d'abord, le Congolais post-colonialisme, bien, le Congolais dans la colonisation et après colonisation et dans le néocolonialisme, c'est une personne qui n'a pas basiquement été préparée à diriger. C'est une personne qui a mhm, été préparée à consommer. Donc, nous sommes dans une société de consommation. Donc, les gens sont là pour consommer. Lorsqu'il faut avoir des solutions à nos problèmes, nous sommes beaucoup plus concentrés à voir d'abord ce qui va me satisfaire à, à, mhm, mon- à mes besoins, à mes challenges. Et lorsqu'il faille monter à un autre niveau d'abstraction pour se dire, est-ce que ce que je fais, ça peut bénéficier à une large communauté? C'est à ce moment-là que le Congolais bug. C'est-à-dire, il n'arrive pas à réfléchir. Il se dit, mhm, ça ne me concerne pas. Ça concerne le gouvernement. Je prends un cas simple. Nous sommes dans une région du Katanga. Le Katanga, c'est une région
qui a vraiment manifesté l'aspect colonial et post-colonial au travers de la Gécamine. C'est une société que moi, j'apprécie guère. Parce que cette Gécamine, aujourd'hui, la raison de sa chute, c'est qu'il n'y a pas eu ce transfert de compétences pour rendre les Congolais capables de piloter une aussi grande société qui détient 65% des réserves mondiales du cuivre. Vous imaginez de cobalt. Vous imaginez le cobalt, là, hein, le cuivre, on a à 65%. On vient de dépasser le Chili en termes de production de cuivre. Et ça, en principe, ça devrait être la Gécamine qui devrait piloter. Mais aujourd'hui, on n'a pas été capable. Nous étions obligés de faire des joint ventures pour ramener soi-disant de la compétence de l'étranger pour être capable d'exploiter nos minéraux. Ces minéraux étaient indépendants pendant des années. C'est Musée qui est venu et qui a commencé par ramener les Zimbabwéens. Et puis après, on s'est dit non, non, code minier pour un peu réglementer ça. Parce que les Congolais qui étaient à l'époque des directeurs de la Gécamine ont été incapables de continuer à piloter la Gécamine. Et on s'est dit non, c'est Mobutu qui a tout détruit. Mobutu, en 1974, il va à l'ONU, lors de son discours à l'ONU, il s'est plaint d'une chose. Il dit nous avons un problème de manager, un problème de gestionnaire. Y a-t-il pas moyen que les colons, c'est-à-dire les colonisateurs ou à l'époque, c'est des partenaires au développement qui sont les institutions des Nations Unies et tout ça, puissent nous ramener de la compétence pour que les gens soient managers et des leaders, c'est-à-dire qu'ils viennent sur une cause qui la fasse aboutir. Donc, à ce niveau-là, le Congolais, on n'est pas prêt. Et c'est depuis 1974 que Mobutu a commencé à se plaindre. Parce que Mobutu a fait des études voyant comment est-ce que le Congo allait à sa perte. Il a voulu faire la zaïranisation, et bien, les gens sont partis. Ils ont laissé des irresponsables. Aujourd'hui, lorsqu'on doit juste descendre en termes de responsabilité, comment pouvez-vous comprendre qu'on ait des quartiers où les gens ont étudié, ils ont un cerveau, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, 2 bras, 2 jambes, ils peuvent soulever des charges, mais devant leur maison, il y a de la crasse. Les rigoles, les caniveaux sont pleins de boue. L'eau stagne. Personne ne se dit responsable. Vous savez un peu. Dès qu'on dit unitaire, ça dit que vous avez devant vous. Mais, et puis quand vous essayez même de dire, OK, je vais sensibiliser des gens pour qu'on puisse attaquer à ce fléau, on dit, c'est toi qui vas arranger le Congo. Ouais. Et puis les gens sont fiers de le dire. C'est toi qui vas arranger le Congo. Ah, dit. Pourquoi? Parce que le changement, c'est quelque chose qui vient derrière le chaos. Ça, c'est aussi quand on étudie les théories du changement, c'est qu'on ne peut pas changer quelque chose sans partir du chaos. Nous avons un chaos, mais tant que le Congolais ne sera pas conscient qu'il vit dans un chaos, et son chaos, c'est son responsabilité face à l'histoire, où le Congolais n'est pas capable de se décider par lui-même, de se dire, non, je ne dois pas attendre que Enabel vienne me montrer comment je dois brûler les déchets devant chez moi. Je dois brûler les déchets. C'est pas normal. Alors, on attend que les ONG viennent nous expliquer ça, les ONG étrangères. Voilà pourquoi j'ai dit que le développement, on n'a pas de choix. On a seulement fait rentrer les ONG. On a seulement sensibiliser les gens. Si on ne fait pas ça, nous sommes foutus. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai développé ma petite théorie là sur les responsabilités du Congolais. Le Congolais n'était pas prêt à être responsable de sa nation. Le Congolais, aujourd'hui, ça n'engage que moi. Nous devons faire revenir, nos partenaires. Ça n'engage que moi, je dis, hein. On doit faire revenir nos partenaires qu'on avait chassés, notamment les Belges et les choses, mais différemment. On va leur dire, nous avons hérité d'une nation dont on n'a pas les capacités de gestion. Vous allez revenir ici, mais en matière de transfert des compétences, on va faire un partenariat public-privé avec vous. On va vous placer, vous serez les DG. Donc, quand on dit directeur général, PCA, de quoi que ce soit, on met les Belges, les Français, les Américains et tout ça. Juste en dessous de là, on met des Congolais qui vont les copier. Mais ces Congolais vont les copier, on les envoie dans des grandes formations. C'est ce que la Chine a fait. Lorsque la Chine a compris son retard, la Chine a fait exactement ce que je vous dis. Ils ont commencé à faire venir les firmes américaines. Les Américains ont vu la fiscalité facile. Ils ont envoyé des ingénieurs en Chine. Ils ont envoyé des DG. Ils ont piloté des industries là-bas. Et les Chinois ont envoyé les jeunes Chinois intelligents aller étudier en Angleterre, en France, et en Europe et en Amérique. Quand ils ont été prêts, ils sont revenus en Chine. On les a collés en dessous de ces managers-là.
En les collant comme Mhm. ça, ces Chinois ont appris de ces managers. Progressivement, la Chine a commencé à faire un remplacement. Et aujourd'hui, tu ne peux pas aller en Chine et que tu sois un DG là-bas, tu es étranger. Qui es-tu? Et c'est Mhm. ce aussi que les Arabes unis font. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de Français qui sont des PDG. Mais les Émiratis eux-mêmes vont étudier en Europe, surtout en Angleterre. Ils sont pleins en Angleterre. Tout frais Mhm. payé par le gouvernement. Tu veux étudier où à Oxford? Va à Oxford. Cambridge, va à Cambridge. Va là-bas étudier. Va à Manchester. Mhm. D'où aux États-Unis, Harvard, tout ça, ils sont là-bas. Et progressivement, ils commencent maintenant à rentrer aux Émirats arabes unis. Et on les met en dessous de ces managers-là qui sont des Européens. Ils apprennent parce que nous sommes dans la civilisation européenne, papa. Nous ne sommes pas la civilisation africaine. Tu ne pourras pas te développer dans ce monde ici sans respecter les normes de la civilisation. C'est impossible parce que quand tu travailles à la Banque mondiale, on te ramène un tas de documents. On dit signer sur ces documents-là. Tu ne comprends pas. Et quand tu ne comprends pas, tu dis, ah, c'est difficile. Ah, c'est difficile, il n'y a plus moyen. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne les documents au bureau. Et c'est comme ça que le pas DMPME, à titre d'exemple, a quitté le Mhm. Congo. Parce qu'on n'a pas su gérer ça ici. Ouais, les gens n'ont pas Mhm. la capacité. On nous a rayés. Malheureusement. Malheureusement. Bon, écoutez, moi, je suis très, très dur avec ces histoires parce que moi, je me dis qu'il faille maintenant qu'on soit sérieux. Soyons sérieux. Plus de complaisance. Ne jouons plus. Ne caressons plus les gens par le sens des poils. Non. Soyons sérieux et avançons. Si on ne fait pas ça, on va rester des pauvres, je vous dis. On ne va jamais sortir de la peine que nous avons. Comment expliquer que moi, ça me dépasse de voir que quand vous quittez Kolwezi jusqu'à Sumbalesa, vous traversez beaucoup de villages sous-développés qui sont encore à l'époque du Moyen-Âge. Mais les villages-là voient des minéraux qui aujourd'hui font de Apple ce que Apple est. Aujourd'hui, on parle de la révolution industrielle, quatrième révolution industrielle, intelligence artificielle. Sans les puces-là que crée NVIDIA, Consort et Intel, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et ça nous passe comme ça passe. Donc, quand je suis ici à l'entrée de la ville, je vois les camions qui font passer les minéraux de base qui font l'intelligence artificielle. Mais moi, je vois ça comme ça. Mais je suis dans la poussière comme pas possible. Il y a même là une usine qui fabrique des puces localement. Si c'était l'Inde qui avait nos ressources, hein? Non. Parce que l'Inde a copié la Chine. Ils ont fait pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se Mhm. passe? On doit se réveiller, on doit arrêter avec l'aventure et on doit sortir les touristes là qui sont partout là, qui connaissent rien en matière de développement, que les gens qui comprennent le développement y aillent, mais on doit seulement accepter que nous avons échoué et il faut d'abord revenir ramener les gens bons qui connaissent, qui comprennent. La diaspora aussi a échoué. Oh, il faut amener les gens qui ils ont aussi échoué. Ramenons seulement ces gens qu'on avait chassés abusivement, mais on leur donne une mission de 10 ans, transfert des compétences, c'est tout. Mhm. Alors, c'était vraiment très, très bien. Moi, j'ai épuisé mes questions. Je vais laisser aussi un temps aux participants. Il y a quelqu'un qui a une question, qui a un apport à donner au sujet, vous pouvez juste lever la main et on va vous accorder un petit temps de parole où vous pouvez aussi vous exprimer. S'il y a quelqu'un qui peut juste lever sa main et poser une question ou apporter un apport. Apparemment, Monsieur Rudy, vous avez tout dit, hein. OK, on a Monsieur John. Monsieur John, vous pouvez poser votre question ou apporter votre rapport. D'accord, merci beaucoup, merci à tous. Merci, Monsieur Clerc, pour la parole. Bonsoir, Monsieur Ridi. Je sens vraiment une petite menace dans votre façon de traiter des sujets. Et c'est très important, ça montre une certaine révolte dans tout ce que vous dites. Je vous ai vraiment très bien suivi. Mais moi, je pense que la responsabilité revient pour nous tous, hein. Chacun a sa façon de voir les choses, sa perception par rapport au monde actuel. Mais le gouvernement, euh, il a aussi une très grande responsabilité que lui-même ne découvre pas. Alors, si vous dites que nous devons toujours faire recours aux anciens partenaires qui sont nos colonialistes, moi je pense que c'est trop dit. Plutôt, moi je penserais que il faudrait repenser maintenant à reconscientiser la population. Le moyen,
c'est ce que vous devriez plutôt dire. Par quels moyens? Dire que nous puissions rentrer, faire comme les Arabes, les Chinois. Oui, c'est une bonne stratégie, mais moi, je pense que dans la façon de conscientiser la population, avoir clair par rapport au mode de vie actuel et par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'on doit réfléchir dans cette optique de voir comment est-ce qu'on peut apporter, tirer la population d'une certaine ignorance et leur faire ouvrir les yeux par une autre méthode auquel ils doivent maintenant s'investir dans la responsabilité de la conduite des biens qu'ils ont et les opportunités face à leur pays. Merci. Merci beaucoup, M. John. M. Rudy, vous avez un mot à dire par rapport aux propos Oui, de M. John? merci, M. John, pour votre incise. Je pense que vous êtes peut-être arrivé un peu en retard. Si vous étiez là dès le départ, vous allez comprendre que tout ce que vous aviez dit, je l'avais déjà dit. Si je peux juste voilà, revenir rapidement pour dire que le développement, c'est une question qui est holistique. Ce n'est pas une question qui soit liée aux partenaires seulement ou qui soit liée au gouvernement seulement, parce que le développement entre dans plusieurs secteurs. Si on va sur l'aspect uniquement social ou économique, ou sur l'aspect politique, ou sur l'aspect culturel, ou l'aspect environnemental, on se rend compte que autour de ces différents aspects, il y a plusieurs acteurs qui doivent intervenir. Ce n'est pas l'objet uniquement du gouvernement. Alors, et on a défini beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura certainement la vidéo de cet event qui va venir après pour accompagner. Vous pourrez peut-être vous rattraper quant à ce. Mais quand je suis en train de parler de l'irresponsabilité des Congolais, c'est en fonction de la question que M. Clerc vient de me poser pour me dire pourquoi je dis que les Congolais sont des irresponsables. Je n'ai pas dit que les Congolais ne savent pas se développer. Pourquoi sont-ils irresponsables face à leur propre développement? Parce que je pense qu'il a parcouru, et il parcourt toujours, des fois, les publications sur l'irresponsabilité des Congolais et tout ça. Et moi, je place cela à tous les niveaux. Il y a même un moment où je parlais du fait que cette irresponsabilité a été calculée pour que nos anciens colonisateurs puissent nous forcer la main pour qu'on revienne vers eux. Et c'est ce qui se passe. Et si j'ai dit que le Congolais n'était pas prêt à, à gérer une nation, parce qu'il y a beaucoup de communautés qui sont au sein de la RDC. Pour nous qui voyageons, qui connaissons le Congo, hein, et pas le Congo, on voit à l'avion, non, on entre dans la brousse, dans les forêts et tout ça, on se rend compte que le Congolais n'est pas un même peuple. Il faut vous détromper. La manière dont un Luchois va comprendre le Congo, c'est différent de la manière dont, je ne dis même pas Congo, comprendre son environnement immédiat. C'est différent de la manière dont quelqu'un qui est à Kinshasa comprend son environnement immédiat. C'est différent de la manière dont un Kivousien comprend son environnement immédiat. C'est différent un ressortissant du centre du Congo. Moi, je n'ai pas dit Kassaïen parce que c'est là, c'est vaste. Un ressortissant du centre du Congo, des Kassai, du Grand Kassai, c'est différent de ceux qui sont du Grand Équateur. Parce que nous ne sommes pas un même peuple. On a 400 et quelques dialectes. Vous imaginez un peu, on ne peut pas être un même peuple. Et vu que nous avons cette complexité-là, donc nous ne pouvons pas voir les choses de la même manière. Et donc, lorsqu'il faut maintenant que nous puissions nous développer, il faut qu'on s'entende sur un concept. Voilà pourquoi j'ai commencé par parler des paradigmes. Pour vous dire que chacun va venir là avec sa notion en matière de développement. Il faut que nous nous entendions sur une chose qu'on va appeler vérité. Si on se dit, le développement au Congo, c'est la Constitution. Vous comprenez, par exemple? Voilà, la Constitution, c'est ça qui va régir le développement chez nous, qui définit les droits et les devoirs des citoyens, les droits et les devoirs des gouvernants pour l'avancement d'une nation qui s'appelle Congo, où tout le monde est à l'intérieur, et chacun dans son coin. Pour y arriver, on se dit, c'est complexe. Un seul gouvernement central ne saura pas. Relançons la décentralisation. On a cette loi qui vient sur la décentralisation qui accorde la personnalité juridique aux entités décentralisées, comme par exemple le gouvernement provincial, la mairie, la ville. C'est pour que chacun maintenant puisse développer, en fait, intégrer la notion de développement sur un point local. On voit que ça ne va toujours pas. On ramène encore le plan de développement local des 145 territoires. Ça ne va toujours pas. Vous comprenez? C'est un challenge. L'homme congolais n'est pas prêt à se développer par lui-même.
Il lui faut repartir sur les basiques du développement défini par l'Occident. Parce que nous sommes sous l'Occident. Tu ne pourras pas aujourd'hui te dire pays développé sans que tu ne ressembles aux normes de développement prédéfinies par l'Occident. Si vous allez me démontrer le contraire, tant mieux, mais vous allez me démontrer pendant c'est quel pays qui est allé au-delà de ça. Même les Chinois qui disent évoluer dans l'autarcie, les Chinois aujourd'hui ont singé mot pour mot l'Occident. Nous avons un challenge. Le transfert des compétences qui a été fait chez nous, c'est un transfert de compétences incomplet. On n'a pas fini. Le roi Baudouin, quand il est venu ici, il a dit, c'était en 1958, il dit, je comprends, on doit laisser le Congolais indépendant. Mais, il dit, pouvez-vous accepter que nous allons sur un principe? Faisons l'indépendance en 1998. Ça, c'est des documents auxquels j'ai accès. Et on va commencer par faire un transfert de compétences scientifiques. Le Belge et le Congolais vont apprendre les mêmes histoires. On a créé l'université de l'Ouvanium avec comme extension UNILU ici. L'Ouvanium, c'est Kinshasa. On crée l'UNILU pour transférer les compétences académiques, scientifiques. Et ça avait commencé. Les Belges étaient volontaires. Les Belges étaient volontaires. L'aventure qui est venue après, qu'on a fait porter à Lumumba, parce que ce n'est pas Lumumba qui est responsable de l'indépendance. Détrompez-vous. C'est Kassavoubou. Les gens veulent c'est Kassavoubou. En tout cas, vérifier dans l'histoire, Lumumba, c'était un porte-parole. C'est Kassavoubou et compagnie qui ont forcé la main des Belges. Parce que voyant ce qui se passe en Afrique de l'Est, de l'Ouest, pardon, ils se disent, ah, si les Ghanéens, les Nigériens commencent à faire, ils ont récupéré le pétrole et tout ça, nous allons récupérer nos terres pour devenir extrêmement riches. Et c'était ça, être indépendant pour devenir riche. Commencer à prendre les villas, les fermes, les blancs, on va devenir riche comme eux. Oui, décomplexé. Mais bon, ça, c'est un paradigme que je ramène. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mais s'il arrivait qu'on s'entendait tous au Congo sur cette vérité-là, moi, en tant que, je me dis, j'initiais quelque chose dans ce sens-là, on ira faire conférence de Berlin 2. On va s'arrêter. Non, non. On avait mal négocié. Revenons d'abord ici. On ne fait plus la colonisation, mais on fait un néocolonialisme administratif. Vous revenez d'abord pour gérer. Merci beaucoup, M. Rudy. On va prendre aussi la question de Jonathan Chichi. Oui. M. Jonathan, vous pouvez poser la question? M. Jonathan, vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre micro et poser. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Jonathan. Alors, merci beaucoup premièrement à M. Rudy pour ses interventions riches. C'est vrai que le sujet, il est un peu complexe et multifacette. Il a eu d'ailleurs à évoquer plusieurs facteurs historiques, politiques et sociaux qui contribuent à cette situation qui est liée aux responsabilités de l'État. Mais moi, j'ai une question, c'est que actuellement, l'actualité tourne autour des détournements de l'État sur beaucoup de projets qui devaient être au bénéfice de la communauté du peuple congolais. Alors, que faire en tant qu'acteur, puisque je crois que nous sommes tous presque, je ne sais pas les autres profils, mais je crois que nous sommes tous entrepreneurs, mais que faire dans un État où on se retrouve que les gouvernants sont les premiers ennemis du développement en tant qu'acteur? Aujourd'hui, que ce soit la décentralisation ou le reste, vous allez vous rendre compte que l'État est celui vraiment qui est en train de mettre le frein dans beaucoup de projets qui empêchent à ce que deux autres acteurs tels que nous, les entrepreneurs ou d'autres qui sont dans d'autres secteurs d'activité, puissent émerger et apporter des solutions adéquates par rapport aux problèmes de nos communautés. Alors, ma question, c'est simple, c'est celle de qu'est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, dans notre niveau, pouvons-nous faire face à un État qui est pratiquement notre propre ennemi, puisque nous sommes en train de nous battre de nos propres ailes et de nous frayer un chemin dans un monde tellement compliqué. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Rudy, j'espère que vous n'allez pas révolter l'audience. Donc, avec votre réponse, on pense que tout... L'audience est déjà révoltée. Vous savez, dans un pays pauvre comme le nôtre, tout le monde est révolté. C'est pour ça que vous allez voir que les professionnels, même ceux qui travaillent et qui gagnent de l'argent, et ceux qui ne gagnent pas de l'argent, dès qu'ils ont des mégas,
ils vont se défouler sur Twitter en train d'attaquer. C'est-à-dire que je ne peux jamais être à la base de la révolte populaire. C'est un fait qui est déjà consommé, donc on le voit. Sauf qu'il faut juste encadrer la colère collective parce que les gens sont fâchés, parce que les gens peut-être n'ont pas toutes les informations. L'information essentielle qu'il faut commencer par avoir ici, c'est que lorsqu'on dit que les gens sont des voleurs, il faut avoir des faits et apporter des preuves. C'est comme ça que tout le monde bénéficie d'une présomption d'innocence jusqu'à ce que le droit sera dit et il y aura le fait qui serait établi que telle personne a volé. Donc, sur ce plan de qui a volé, est-ce que le gouvernement vole, est-ce que ce sont des ennemis, il faut au moins avoir des preuves tangibles qui démontrent qu'effectivement, ce sont des voleurs. Mais dans la frustration, quand on reçoit des informations, comme par exemple, on a fait des puits de 200 000 $, les gens sont directement révoltés, n'est-ce pas? Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Parce qu'en ce moment, si le Congolais est en train de réfléchir en fonction de son intelligence émotionnelle, il suffira de le pincer un peu là-bas pour qu'il puisse réagir de manière épidermique, que ce soit vrai ou faux. Donc, il y a beaucoup de choses derrière. Mais s'il faille maintenant essayer d'encadrer tous ces challenges que nous avons, ben, selon moi, la solution, elle est très simple. J'avais donné un postulat ici disant on doit redéfinir notre management public en faisant revenir des grands managers qui doivent venir dans notre pays ici, faire en sorte que nous ayons des compagnies qui valent 1 milliard de dollars. Il y a combien de... Vous imaginez que j'ai suivi hier un document qui démontre que non, le plus riche du Congo, c'est la famille Raoudi qui n'a que 2 milliards de dollars. J'ai dit, ah, donc nous, chez nous, nous sommes contents de dire que le plus riche chez nous n'a que 2 milliards de dollars, pendant que en Chine, au Japon, aux États-Unis, ce sont des petits de 19 ans qui sont à générer des 40 milliards de dollars. Je dis, mais c'est grave. C'est-à-dire que nous avons un problème de management. On a beaucoup de touristes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour sauver ça? Revendre notre management. Nous sommes pauvres en management. Tout ce qu'on a comme formation, ISC, faculté d'économie, voilà, mentor, tout ça, c'est du pipeau. Nous avons tous échoué. Acceptons qu'on a échoué. Il y a beaucoup de mentors que moi j'appelle aussi des touristes qui disent que moi je détruis les jeunes en leur disant que nous avons échoué, il faut qu'on refasse. Non, il faut dire la vérité aux gens. Parce que depuis que je dis ça, on ne fait qu'échouer, il n'y a pas de millionnaire. Qui parmi nous ici dans le groupe ici est millionnaire? Personne n'est millionnaire. Hein, peut-être en francs. On soit des millionnaires en francs. Hein, c'est facile de faire un million en francs parce que notre monnaie n'a pas de valeur. Mais en dollars, personne. Pour atteindre seulement 100 000 $. Vous comprenez? Ça veut dire que le management est un problème chez nous. On a besoin de bons managers. Donc, on doit réapprendre le management. Et ils sont humbles, acceptons de réapprendre. De deux, s'il faille maintenant aller sur comment est-ce que nous, en tant qu'acteurs, nous pouvons nous intervenir pour que, par exemple, oh non, il y a des vols là-bas, on va faire cesser le vol. Je ne sais pas. Moi, je vais faire cesser quel vol. Moi, je ne sais pas qui a volé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec les compétences que j'ai, d'initier un développement de proche en proche. Là, moi, je peux développer sur 1 kilomètre, 2 kilomètres. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux apporter de l'emploi en tant que PME? Comme j'ai dit, une PME pourrait ramener de l'emploi. Mais pour que je ramène de l'emploi, il faut que je crée de la valeur et que je distribue cette valeur-là. Je dois trouver qui va consommer cette valeur et je dois trouver des moyens pour acheminer cette valeur vers ce consommateur-là. Alors, moi, je vais demander à l'État, y a-t-il pas moyen de me placer des routes? Comme moi, par exemple, dans mon business, j'ai un gros challenge de logistique. C'est-à-dire que pour déplacer du matériel d'un point A à un point B, ça peut prendre 2 mois. 2 mois et on est en train de passer notre temps dans les hôtels. Vous imaginez un peu. Et c'est grave. Comment me développer comme ça? Alors, je dis au gouvernement, trouvez-nous des solutions en matière de route. Moi, je m'en fiche que les gens fassent des 50 000 mandats. Ça, je m'en fous. Mais si vous pouvez nous amener des routes où moi, je peux dire, OK, ceux qui sont, par exemple, au nord-est du Congo ont besoin de la communication et que moi, j'ai la communication à proposer, mais ouvrez-moi une route pour que je leur fournisse la communication là-bas. Les Chinois l'ont compris et ils ont parlé avec leurs gouvernants. Ils avaient lancé le projet appelé Route de la soie. Ce projet avait freiné. Xi Jinping est revenu remettre ça. C'est-à-dire que le Chinois, lui, quand il produit là à Shenzhen une valeur technologique derrière une maison, parce que là, à Shenzhen, vous avez beaucoup de sociétés qui produisent des téléphones, des smartwatches, des flash disques, tout ça, derrière les maisons. Donc, dès qu'il produit ça derrière sa maison, grâce à la route de la soie, ça veut dire les Chinois viennent préfinancer ici les routes qui vont quitter de Dar es Salaam jusqu'à Kasumbalesa, jusqu'à Mokambo, jusqu'à Kolwezi, il faut attendre 10 lolo
avec ce corridor Lobby, Todi, Lolo, machin, il produit en Chine des flash disques qui sont vendus à 10 Lolo. Et ce Chinois crée de l'emploi en Chine. Donc, nous aussi, nous pouvons aller. Parce que, comme je dis, le développement politique d'une nation, c'est quoi? C'est aussi l'engagement citoyen. Allez faire des propositions aux gouvernants. On dit, ben, écoutez, y a-t-il pas moyen vraiment que vous réfléchissez un peu? Ah, c'est pas seulement là avec des pierres. Non, non. Le dialogue citoyen peut avoir plusieurs formes. On vient avec des mémos, des plaidoyers normaux, vous voyez, des mails, vous parlez, vous dialoguez, parce que le gouvernement a aussi besoin d'un partenaire privé pour atteindre ses objectifs. Mais si vous savez que ceux à qui vous parlez n'arrivent pas à vous comprendre, êtes-vous capable, à votre niveau, de piloter le développement sans toucher aux questions politiques parce que vous êtes un entrepreneur? Oui, c'est possible. C'est possible de sortir du Congo et d'attirer des investissements. Nous n'avons reçu aucun investissement du Congo. Nous avons reçu et nous continuons à recevoir des investissements de l'étranger pour réaliser nos projets. Nous, on se dit, un jour, on finira par ouvrir une compagnie aérienne. J'ai dit ça à mon administrateur parce que moi, je ne suis pas tout le temps au bureau. J'ai mis un administrateur là-bas. Je lui ai dit, écoutez, M. Blaise, Audi finira par avoir une société aérienne. Tellement qu'on est en train de souffrir ici, on va payer nos focaires qui vont commencer à faire comment on appelle ça, notre cargo de nos matériels et on va commencer à faire louer ça quand on n'utilise pas ça. On va sur Internet voir les prix. On va les prendre, on se dit, ah, un bon focaire qu'on peut prendre ici, qui peut faire le cargo, ça nous coûtera 300 000 $. J'ai dit, bon, dans notre plan, là-bas, on écrit là-bas, on devrait un jour lever 300 000 $. Le jour où on sent que le marché commence à devenir pesant, là, on va chercher 300 000 $, on va faire des montages pour amortir les 300 000 $. Au moins, il y aura une société nouvelle qui va se créer, qui va s'appeler Audi Air ou Fly Audi, je ne sais pas moi quoi, qui va commencer à faire d'abord notre cargo, et puis ça va aussi servir la population. On ne va seulement pas dire qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion. Mais non, nous, on crée un montage financier pour amener des avions. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en ce moment, ceux qui sont irresponsables vont seulement pleurer. Ah, le gouvernement, il y a des voleurs. Je n'ai pas dit que M. Jonathan est irresponsable. Mais il y a des voleurs. Moi, les voleurs, je m'en fous. Je définis les voleurs sont là, ils sont là. C'est un fait. C'est comme quand on dit, tu ne peux pas choisir ton papa, ni ta maman. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Ils sont là, sont des voleurs. Si je les ai identifiés à des faits, ok, c'est démontré qu'ils sont voleurs, m'en fous. Moi, j'avance d'abord avec des affaires. Comment être un acteur du changement, de développement dans mon pays en tant qu'entreprise? Parce que je l'ai dit plus haut, quand j'ai établi le cadre, j'ai dit, un entrepreneur est aussi un agent de développement parce qu'il vient avec des solutions innovantes pour transformer. Donc, voilà ce que je peux vous dire, monsieur Jonathan. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Rudy. C'était très pertinent et je pense que la dernière réponse a résumé tout ce que vous avez eu à exposer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre apport au Café des entrepreneurs, ce webinaire que nous organisons tous les dimanches, qui vise à promouvoir justement l'entrepreneuriat. Parce que moi, je crois que les entrepreneurs, justement, sont des acteurs je ne pourrais pas dire premier plan, de plan assez important. Oui, monsieur Rudy, vous avez? J'ai vu monsieur Elvis qui a posté un commentaire là-bas. Il me pose la question de savoir est-ce que la grandeur de la RDC n'est pas aussi un vrai obstacle à son propre développement? Point d'interrogation. Ok. Si vous pouvez donner une réponse rapide à ça. Oui, la grandeur de la RDC n'est pas grand, n'est pas plus grand que la Chine. Donc, c'est plutôt, nous avons beaucoup de touristes, des gens qui disent que la RDC est grande. Parce que pour développer ce pays, ça ne demande pas plus de 5 ans. Je vais mon doigt couper. Moi, vous donnez ce pays en 5 ans, je le développe. Parce que je viendrai sur un seul aspect. Je dis accès équitable à l'eau et à l'électricité. C'est fini. Je dis, moi, je vais faire un mandat de 5 ans ici. Tout le monde aura l'eau et l'électricité. Ou je veux dire route. Toutes les routes vont aller de l'est, ouest, nord, sud. Vous voulez me dire, oh non, il faut faire l'agriculture. Je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Oh, éducation, je ne vous suis pas. Moi, ce sont les routes. Et j'implique toute la communauté. J'implique tous les acteurs que j'ai cités là-bas, que ce soit les PME, que ce soit les banques. Tout le monde est là. Je dis, moi, je suis venu ici pour faire les routes. Je vais avoir des autoroutes qui vont quitter Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, Kinshasa, Goma, comme Kinshasa, la capitale. Donc, c'est question de vision
euh, vu que c'était un challenge qu'a rencontré notre gouvernement, on a lancé le plan de développement des 145 territoires. Je vous recommande d'aller le lire. Vous allez comprendre qu'en lisant ce truc-là, vous comprenez que le Congo est petit, c'est pas grand. C'est-à-dire qu'en très peu de... Ça fait 3 mois qu'ils ont commencé à exécuter ça. En 3 mois, on a vu toutes ces infrastructures sortir. Donc, le président a, au fait, validé ce que je dis. Il a validé, il s'est dit, non, non, le Congo n'est pas grand. Ayant une stratégie. Voilà pourquoi nous tous, aujourd'hui, nous sommes braqués sur le plan de développement local des 145 territoires, le PD des 145 territoires. Lorsque vous commencez à réfléchir, développer le Congo, il vous faut avoir un repère. Comme on dit, qui n'a pas de père n'a pas de repère. Ou qui n'a pas de repère n'a pas de père, vice-versa. Allez télécharger ce truc-là, lisez-le. Vous savez pas que ce pays est petit comme ça, comme un grain. Parce que s'il y a des nations comme les États-Unis, des nations comme la Chine, l'Inde, qui se sont développées et qui ont pris la même procédure en allant sur le développement local, les stratégies locales, le Congo n'est pas grand. Ça demande seulement que les gens soient grands en matière de vision. Et on a une vision. Comme Mobutu avait fait le truc de Vision 2000. Il est mort, c'est parti. On a le plan de développement local de 145 territoires. On doit se départir de nos affinités politiques disant, ça c'est un plan national, c'est une vision nationale qui est venue d'en haut. Comme j'ai dit, ça peut venir d'en haut. On le développe comme ça d'en haut. Et ça dit, voici le plan. Approprions-nous de ça. Nous, on dit que nous sommes la société des 145 territoires. Nous avons notre projet OSAT, qui est le réseau des 145 territoires. Est-ce que moi, j'ai attendu que le gouvernement me dise non, voilà, on va te financer pour dire ça? Je me suis approprié de ça. J'ai dit, Audi a lancé un programme pour connecter les 145 territoires de la RDC. Quand j'ai vu ce document, avec l'expertise que j'ai de terrain, j'ai vu que ce pays est petit comme ça. Je me suis dit, c'est facile de développer le Congo en matière de technologie. Et j'ai commencé à le faire. Aujourd'hui, nous sommes en 3 provinces. Qui nous a donné l'argent? Qui nous a appuyé? Nous-mêmes seulement. À partir de mon laptop, en 2 ans, et voilà ce qu'on est en train de faire. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Rudy, pour l'apport. Je ne sais pas si, il y a encore d'autres questions, mais c'est très pertinent ce que vous venez de dire. J'espère que chacun de nous a pris bonne note et que cela a permis à chacun de nous justement de voir, de comprendre précisément ce qu'il doit apporter, parce que nous sommes tous d'accord que le développement n'est pas que la mission du gouvernement, mais chacun de nous ici présents peut apporter de sa force pour permettre justement à notre société d'avancer. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Rudy, et félicitations avec ce que vous faites avec Audi Group. J'y crois. Je crois que d'ici là, on prendra Audi Air ou Audi Fly, ça dépendra du nom que vous allez choisir. Et merci en tout cas. Merci pour tout, pour vos éclaircissements, votre connaissance que vous venez de me partager ce soir. Alors, je remercie aussi tout le monde pour votre présence à ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On aura un nouveau sujet, on va débattre sur d'autres choses, toujours pour nous permettre d'évoluer, toujours pour nous permettre de promouvoir l'entrepreneuriat et de nous stimuler justement à avancer et à développer nos sociétés. Donc, on a compris aujourd'hui que ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde. De là où vous êtes, peu importe ce que vous faites, essayez de réfléchir à comment vous pouvez apporter votre pierre à la construction de ce grand pays ou de ce petit pays, comme M. Rudy vient de le redire, qui est la RDC. Je tiens à vous remercier. Bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Rudy. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. Merci.